À la base, vendredi, vous auriez dû avoir un Garage Talks. Un Garage Talks court, genre 8 ou 9 minutes, sans déconner. Parce que entre juste la duo qui a permis des changements, parler du fait qu'Audi avait déjà changé de moteur à Barcelone, le bail avec le diffuseur Merco qui a été rendu interdit finalement, il y avait pas grand chose et c'était du filler. Mais au final, je me suis dit que j'allais garder ces choses-là de côté, en parler dans un autre Garage Talk, tant pis si c'est moins pertinent. Parce que vendredi dernier, j'ai fini quelque chose, ou plutôt j'ai fini l'écriture du Garage Talk sur la R18, ou plutôt les R18. Ça fait, en termes de longueur, le double du script habituel pour un Le Car qui était aussi long qu'un Garage Talks récent. Donc bon, voilà. À vos risques et périls. Hein. Le tournage a commencé d'ailleurs, hein, on a commencé à prendre des vents, on a commencé à faire des plans dans le rig, oui. Et ça permet un Garage Talks, je cherche un poil plus long, bien que je sois pas sûr exactement. Donc on va pas traîner, hein. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a Oli, par les temps qui courent, les fortes chaleurs, la gamme hydratation, c'est une bénédiction. Utilisez le code Clippy pour 10% de réduction sur toutes vos commandes, ce qui donne 10% de commission à ma gueule et me permet de payer les factures et éventuellement de réaliser mon rêve, acheter un porte-à-split. Même si pour l'instant je me contenterai d'un autre chapeau. Ça va, c'est pas excessivement cher. C'est pas gratuit non plus par contre ces merdes. Hein. Bon, si vous voulez ni gourde ni poudre, vous devriez quand même prendre une gourde parce que putain ça garde l'eau au frais super longtemps. Il y a le super thanks pour me super remercier. Ça donne des thunes et ça permet de mieux référencer la vidéo. Mais sinon, si vous voulez pas utiliser d'argent, ce qui se comprend, putain les temps sont durs, il y a le boost sur mobile. Sinon le simple fait de liker, commenter, vous abonner, qu'on arrive aux 40 000 là, c'est toujours apprécié. Les temps sont durs, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Sans plus de salam alek commercial, bienvenue dans Garage Talks. Ferrari, forte d'une victoire des mains d'Hamilton en Espagne, est arrivée en Autriche très confiante. D'autant que les upgrades châssis introduits en Espagne sont maintenant complétés par des upgrades moteurs, courtoisie de la duo. Bon, Ferrari sont pas les premiers à avoir droppé leur upgrade dans la baie moteur, hein, dès le Grand Prix d'Espagne, comme je l'ai dit dans l'intro. Audi avait utilisé ces upgrades à duo. Mais chez Ferrari, ils ont prévu ça en 2 packages apparemment. 2 étapes si vous préférez. Une pour le GP d'Autriche et une seconde qui, ça devient de plus en plus pertinent au niveau de la rumeur, sera introduite pour le Grand Prix d'Italie. Notamment avec un plus gros turbo. Et Ferrari a effectivement choisi un turbo plus petit pour ce règlement de moteur parce que c'était les premiers, pour ainsi dire les seuls, avant le début de saison, à tirer la sonnette d'alarme quant à la procédure de départ. Et vous vous souvenez en début de saison, là, tout le drama à propos des procédures de départ, comme quoi Ferrari voulait pas les changer parce qu'il y a que eux qui ont bossé autour de ça. Mais vous vous souvenez aussi que tout le monde peinait sur la ligne malgré les nouvelles procédures? Sauf eux, parce que Ferrari, ils l'ont vu venir, et non seulement ils l'ont vu venir, mais ils ont taffé plutôt que de demander à la FIA d'adapter les choses. Ça explique leur départ canon, et ça explique la philosophie de design avec un plus petit turbo. Parce qu'il y a moins d'inertie, c'est plus facile à spool-up ou à charger. Enfin, ici, il y a peut-être un terme un peu plus franco-français, mais bon, voilà. Hein. Ah, tu fais trop d'anglais. I do not give a shit. Le contre-coup, en général, d'une philosophie avec un plus petit turbo, c'est moins de puissance. Je vulgarise de ouf, on est d'accord. Et comme les règles autour du départ ont changé, maintenant Ferrari, il n'y a plus d'avantage à avoir un petit turbo. Et bien que dans les reprises et les zones de traction, il doit y avoir un intérêt certain, l'hybridation est à mon avis suffisamment puissante pour combler le gap. Et il y a de moins en moins de raisons de garder le petit turbo. Surtout qu'ils doivent le runner avec énormément de pression, ce qui est pas ouf à bien des égards. Et comme Ferrari a un des meilleurs châssis, peut-être même le meilleur, en tout cas top 2, top 1 étant très clairement l'Aston Martin. Non, c'était pas un t-shirt d'Aston Martin pour une fois. Couplez ça avec un moteur qui a la bonne philosophie et pas attendre 6 ans pour faire un turbo splitté comme, souvenez-vous au début de l'ère hybride où Mercedes claquait le cul à tout le monde. Oh wait, on est toujours dans cette réalité. C'est d'autant plus dommage que justement ce châssis soit si bon parce que il pullule de bonnes idées, hein, comme ce petit aileron là devant l'échappement qui ramène plus d'air justement à l'aileron arrière, le rend plus efficace. Et ben, en fait, sa simple existence coûte de la puissance au moteur. Apparemment, on parlerait de 10 chevaux. Juste cette merde-là, qui créait de la back pressure dans l'échappement, 10 chevaux. Je sais pas si c'est vrai, mais dans ce cas-là, c'est une dinguerie. Vous allez me dire, 10 chevaux, c'est pas grand-chose. C'est un tiers. Non, c'est la moitié de la puissance d'une Subaru 360. Dépendant de la version, c'est soit les 3/4, soit la moitié, soit un tiers de puissance d'une Subaru 360. Si un jour vous avez rien à foutre de votre vie, c'est un truc que je veux ramener, ça, je trouve que c'est trop bien pour n'être... Enfin, trop chiant pour n'être que entre moi et mes copains. GT5 ou 4, on se met d'accord. Hein. Le layout Nordschleife du Nürburgring, donc sans la boucle GP. Subaru 360, pas de tuning, rien. Voilà, vous voyez si vous arrivez à faire un sub 30 minutes. Bref, ça reste beaucoup trop de puissance à mon humble avis, d'autant que c'est tout de même la seule écurie dans ce contexte qui peut
aller chercher Mercedes. Que ce soit au championnat pilote, où les 2 pilotes Ferrari sont intercalés avec les 2 pilotes Mercedes, ou au constructeur, où, mine de rien, même si l'écart est tangible, la saison est suffisamment longue et les problèmes de fiabilité Mercedes suffisamment présents pour que Ferrari puisse aller les chercher. Mais Ferrari, ils le savent, hein, parce que là, dans leur fight avec Mercedes, ils sont pas juste présents sur la piste, mais aussi face à la FIA. Alors, Mercedes utilisait des petits éléments aéros sur son diffuseur arrière à la dernière course, des éléments qui étendaient la zone d'efficacité du dit diffuseur. C'est un concept que Ferrari voulait exploiter à la base, mais après discussion avec la FIA, le concept n'a pas été adopté parce qu'il n'aurait pas été légal. Imagine la gueule à Vasseur quand Loulou est allé regarder sous les jupons de la Mercedes et s'est rendu compte qu'il mettait de la dentelle très similaire à celle qu'il voulait mettre sur le diffuseur. Métaphore vestimentaire mise de côté, Ferrari est du coup allé demander des comptes à la FIA, histoire de savoir si finalement ils peuvent ramener leur version du diffuseur mais dans les mêmes clous que Mercedes, ou si juste le diffuseur Mercedes n'est pas légal en fait. Dit alors Fred Vasseur avec un petit sourire de fouille-merde, façon délégué de classe. Et c'est là qu'on est très content qu'il y soit allé parce que la FIA a tout de suite mis un holà au bail. On s'évite d'une possible escalade technique sur le sujet, on va pas ouvrir la même boîte de Pandore qu'avec l'Outwash en 2009. Bon, il y a plein d'autres zones qui sont scrutées, hein, évidemment à cause de ça, et il y a des gens qui auraient soulevé que apparemment le petit flap, justement derrière l'échappement, vu qu'il a été rendu illégal pour l'année prochaine, ça a à voir avec ces discussions-là. Je pense pas personnellement, mais vu que tout arrive le même week-end, pas impossible que... Jusque moi, la temporalité, me semblait avoir lu quelque chose comme quoi la FIA s'était déjà penchée là-dessus et allait rendre la décision officielle de rendre cet élément-là illégal l'année prochaine de toute façon. Mais pourquoi pas? J'ai pas la temporalité. Je sais pas quand est-ce que Fredo est allé faire chier la FIA pour leur dire le diffuseur là, c'est légal ou pas? C'est quand même malheureux que le week-end autrichien ait été frustrant pour Ferrari, hein, malgré les nouveaux upgrades et un Hamilton revitalisé qui... Voilà, le week-end, hein, je suis désolé, compliqué. Hein, pour si vous êtes tifosi, là, le cocktail 3 stops, problème moteur, voix découragée à la radio, Charles qui se fait, mais ça c'est contractuel je pense, baisé par une VSC et des pits fermés. On pourra trouver confort dans certaines excuses. Hein, on faisait tarpin chaud, les gars n'ont pas réagi comme Fefe l'entendait. Le trafic a joué un sale rôle aussi. Le timing de la VSC qui a vraiment niqué Charles pour le coup avec la fermeture des puits. On verra à Silverstone comment les Ferrari se comportent déjà parce que c'est là aussi une piste qui va... Ça va être propice en théorie à une Ferrari qui use moins ses pneus que la Mercedes, mais avec toute la gestion de l'énergie, tous les problèmes on va dire qui se rattachent à ça, et pas exclu que ce soit encore un circuit dominant pour Mercedes. Donc j'attends de voir. De toute façon, moi, en règle générale, je préfère attendre un peu avant de donner une conclusion en 140 caractères qui sera fausse la semaine prochaine. Arrive de me tromper aussi, hein. Et vous aurez remarqué beaucoup moins. Après, tout ce que je viens de dire sera peut-être foutu en berne par un Mercedes qui peut juste faire ça pour trouver 10 chevaux supplémentaires. Vous avez compris? Il rit jaune parce que le drapeau, parce qu'il est anglais. C'est que les Anglais, ils ont des dents dégueulasses. Bon, ça doit être un des plus gros talking points du week-end et si j'avais été de mauvaise foi, j'aurais pu vous faire une vidéo entière là-dessus. La pole de Russell, une pole qui arrive à un moment opportun pour lui au championnat, une pole qui arrive surtout sous drapeau jaune. Ce qui laisse les gens indignés parce que si on améliore sous jaune, c'est qu'on a triché. Alors que mon tonton, des fois, il est sous jaune toute la journée et il conduit pas plus mal. Hein. Bon, je suis le premier à comprendre pourquoi on torche en anglais dès qu'on en a l'occasion, que le mot torcher soit ici utilisé de manière figurative ou pas. Mais il y a des fois, faut savoir lever le pied. Lever le pied, t'as compris? Pas comme Russell. Bon, factuellement, Verstappen se sort suite à une perte de charge aéro à l'arrière. Pas mes mots, ceux de Red Bull. Russell arrive derrière et franchit la zone de l'accident avant de terminer son tour. Sauf que là, problème, il améliore, il est en pole. Donc tout le monde pensait que la pole était pour Charles parce que le chrono de Russell, il devrait être annulé. Il a amélioré sous drapeau jaune. Sauf qu'il y a plein de gens qui font plein d'amalgames de plein de règles différentes comme d'habitude. Et moi, je vais faire une rupture d'anévrisme. Il fait trop chaud. Au moment où George passe, et c'est visible sur son onboard, c'est pas un double drapeau jaune qui est affiché dans ce virage-là. C'est un single yellow. Et ce que prévoit le règlement là, c'est qu'il faut juste ralentir. Est admis par les stewards qu'un ralentissement de 5% est suffisant. Le truc, c'est que, outre les gens qui sont pas contents, ce que je comprends totalement, il y a des gens qui chient sur tout sans contexte, que je comprends beaucoup moins du coup. George est apparemment dans les clous. Le 5% ne se mesurant pas sur la totalité du troisième secteur, mais sur le micro-secteur concerné. Versus un tour clean, dans la zone où il y a un single yellow à ce moment-là, il perd de la vitesse. Et à mon avis, c'est purement en se basant là-dessus que les stewards ont rendu leur verdict. Et là, on me dira, ouais, mais attends, Antonelli, lui, il a carrément abandonné son tour, et si t'écoutes la radio, tu te rends compte qu'il pensait que c'était un double jaune, alors que c'était pas le cas. Ah, je suis navré de le dire, mais on est clairement face à un cas de blâmer la méta, pas le joueur. Mais, avant que vous me chiez un pavé parce que vous avez pas
pas écouté tout le propos. Je suis d'accord avec vous, ça je pourrais le dire 200 fois. Ce qui s'est passé, c'est dangereux. Parce que le petit lift là était pas suffisant pour un passage safe. Et que, imaginons que ce petit lift avait déchargé l'arrière de trop et que le cul était parti, il aurait pu se retrouver au même endroit que Verstappen. Par contre, je suis pas d'accord quand les gens pensent que c'est vachement plus condamnable parce qu'il est président du GPDA. Le syndic des pilotes, dont la majorité des revendications et l'origine, justement, reviennent à la sécurité. Entre nous, hein, Russell, à ce moment-là, il conduit. Je pense pas que ce soit dans ses préoccupations la sécurité quand il est en train de passer à Max Jésus dans un virage. Tu cherches pas à voir si c'est grave ou pas, là. Tu vois qu'il y a un yellow, ça pourrait être un débris, une voiture à l'arrêt dans le bac à Babelwed ou un Verstappen dans le mur. Lui, il lift, il est pas là à prendre l'information, il applique bêtement ce qu'il est censé faire et il finit son tour. Le vrai problème, selon moi, c'est qu'on n'est pas soit immédiatement sorti un double yellow ou sorti un rouge. D'autant que la FIA a jamais été très farouche à nous sortir des drapeaux rouges quand une voiture se sort en qualif. Et si j'entends que, strictement, au nom de la loi, compte tenu de la position de la voiture, du fait qu'il n'y avait pas de danger immédiat sur la piste et que personne n'était en dehors de la voiture ou que les stewards n'avaient pas, enfin les marshals, pardon, n'avaient pas encore rejoint Verstappen, c'était pour l'instant by the book juste un drapeau jaune, je pense que ça c'est un problème, simplement. Et c'est pas parce que j'aime pas Russell ou machin, je vous l'ai déjà dit, je m'en bats les couilles des querelles. Oh oui, je l'aime pas lui, moi je taille tout le monde. Je m'en fous, je n'ai rien à branler. Il y en a que je taille plus que d'autres, mais c'est peut-être parce que finalement au fond de moi je les aime plus. Comme l'autre avec sa voile de bateau en guise de front là. Il y a un point qui je trouve est pas assez abordé par beaucoup de gens, c'est à quel point Russell il explose en sortie de virage. Parce que les gens ont tendance à regarder du coup que le troisième secteur dans sa globalité et cette comparaison fantôme avec Leclerc, j'espère que je pourrai retrouver la vidéo. Mais la réalité c'est que s'il a vraiment lift, et la télémétrie montre qu'il a vraiment lift, qu'il a relâché l'accélérateur du coup, ben, il a perdu un tout petit peu de temps, mais c'est du temps qu'il va regagner parce que ça a rechargé la batterie. Et du coup il peut utiliser son déploiement immédiatement en sortie de virage. Et comme c'était immédiatement sous drapeau vert après ce micro-secteur là, à Russell avec l'énergie supplémentaire il a pu regratter du temps perdu. Je serais même pas surpris que d'ici quelques courses, pour s'éviter un autre shit show comme ça, la FIA nous foute maintenant des interruptions directes, même pour des incidents mineurs. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que les pilotes vont juste lift à leur convenance sous drapeau jaune et quand même améliorer. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que vous l'auriez fait de façon. Je prétends pas avoir la science infuse là-dessus, surtout que les datas télémétriques que j'ai vues peuvent être complètement sujet à question de banc. Genre, la trace était similaire sur GP Tempo, donc j'avais pas de raison de trop discutailler autour de ça, mais celle-là, elle est pratique parce qu'elle explique. Est-ce que la pole devrait tenir ? Oui, by the book, oui. Est-ce que, par contre, on aurait dû sortir un rouge immédiatement quand Verstappen s'est torché au virage ? Oui, oui. D'ailleurs, il me semble, si y en a parmi vous qui suivez le MotoGP, si vous pouvez me confirmer ça, il me semble qu'en MotoGP, s'il y a un drapeau jaune, à quelconque endroit, tous les tours en cours sont annulés. Ça aussi, ça pourrait être juste pertinent, tu vois, de le sortir en Formule 1. Bon, si Russell a bien converti sa pole controversée en victoire un peu moins controversée, c'était pas aussi facile que prévu. Le Britannique signe seulement sa seconde victoire de l'année, je sais pas si vous vous rendez compte, et s'il cut un petit peu plus encore le lead d'Antonelli, il est loin d'être totalement revenu. Hein. Alors ce qui m'a vraiment étonné moi sur cette course, c'est que, vous voyez pas les images que je vois là, mais il y a le highlight qui tourne en boucle, c'est pour m'inspirer. Mais c'est que ça s'est surtout joué dans la strat au final pour Russell. Il a exécuté comme il fallait, hein, bien sûr. Mais s'il n'avait pas été stoppé plus tôt par Merco et que Red Bull n'avait pas décidé d'extend le relais de Max pour qu'il ait des pneus plus frais en fin de course, ce qui, soit dit en passant, marche généralement quand on a une voiture capable d'aller chercher celle qui est devant, et la Red Bull était largement capable d'aller chercher la Merco, j'ai pas compris ce week-end. Bref, malgré le crash en Q3, le pilote Red Bull a eu une course qui, si comme moi vous êtes fan Red Bull Racing, peut vous redonner espoir, et si vous en battez les couilles de Red Bull Racing, vous aura au moins diverti. On a eu des flashbacks de 2021, là, des belles pages d'armes avec Loulou. On a vu un écart sur la fin de course qui fondait avec Russell. On a vu Antonelli aussi revenir à... le gosse, il faut lui donner un contrat sur 150 millions d'années, hein, genre faut le garder lui. Hein. Bref, une fin de course où en tout cas tout le monde dans le Discord était d'accord, qui nous a tenus en haleine. Dédicace à Dark qui a autant pédalé que moi pour la machine Red Bull Racing. Cette perf arrive à point nommé alors que la motivation de Verstappen est encore remise en question par des sources crédibles britanniques, à croire que Boog et Lance Stroll, putain, Verstappen Stroll en finale Roland Garros, ça va être quelque chose de bien mon gars. Surtout, elle arrive à un moment où il y a, je crois que c'est The Daily Mail, bref encore une putain de source crédible britannique, nous annonce qu'il y a eu des rumeurs de discussion entre le management de Max Verstappen et McLaren. Ouh.
tout. Bon, une seule grosse perf comme ça va pas suffire à effacer tous les doutes qu'il peut y avoir autour de Red Bull actuellement, d'autant que c'est une équipe qui va encore perdre des grosses têtes et une équipe qui est dans une phase transitionnelle. Hein, ils ont troqué la Taurine pour l'Ostro. Donc là, ce qu'ils vont devoir faire, c'est montrer que ce gain de compétitivité n'est pas uniquement lié au Red Bull Ring. Silverstone, Spa, Monza, ça va être des tests beaucoup plus représentatifs. Si Red Bull retombe dans ses travers dès les prochaines courses, l'effet positif de l'Autriche va disparaître très vite. Parce qu'on rappelle que Max, il a une clause perfo qui lui permet de quitter l'équipe sous conditions. Des conditions qu'on ne connaît pas pour sûr. Je m'adresse à certaines personnes qui me citent ça comme des preuves tangibles alors que... Vous avez les contrats ? Je suis prêt à donner beaucoup de fric pour voir le contrat. Money. Pardon. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. On peut que spéculer dessus, mais la plus crédible des pistes vis-à-vis de sa clause perfo serait qu'il doit être dans le top 3, voire même top 2, quelque part aux environs de la pause estivale. Ça veut dire clause perfo, pour ceux qui nous rejoignent en cours, hein, venez, il y a encore des cookies dans le frigo. Oui, je garde mes cookies au frigo, il y a un problème. Mais 400 degrés dehors, connard! C'est que si ces conditions-là, donc top 2 ou top 3, ne sont pas réunies à la date dite, Max peut décider, ou son management, d'activer cette clause performance, ce qui le rendrait libre de ses mouvements pour rejoindre une autre équipe en 2027. Ou même pas rejoindre d'équipe du tout. Et ça, plus le fait que Verstappen menaçait de juste se casser si l'année prochaine le blocus que certains manufacturiers faisaient pour pas changer le split élec était successful, était réussi. Bon, ça c'est bon, on est content, l'année pro, on a un autre split, donc si c'était juste ça, il devrait rester. Mais c'est vrai que les perfs Red Bull cette année, si pas complètement dégueulasse, hein, pour une équipe qui est en train de se casser la gueule, on va pas se mentir, elle ne laisse pas, pour l'instant, aller chercher un top 3 pilote au mérite pur. Loin de là. Et c'est là qu'intervient le « Ouh, Verstappen est allé parler à McLaren, emoji gros yeux !» Parce que si tu y réfléchis bien, on a 2 pilotes McLaren qui sont déjà sous contrat. Je vois pas l'intérêt de ramener un mec comme Verstappen, de ramener un loup dans la bergerie, en fait. Et McLaren n'a pas tellement du meilleur matos que Red Bull. Si tu regardes au général, ils sont à portée de Verstappen, les pilotes McLaren. Ils ont d'ailleurs eu des problèmes de fiabilité ou de drivabilité qui sont assez criants. L'équipe a pas très bien géré cette transition de règlement. Donc à mon humble avis, ça, c'est de l'esbrouf. Le management de Verstappen, grâce à ça, peut mettre la pression sur Red Bull en mode « Oh, regardez, nous c'est tangible, on va se casser !» Ce qui va forcer Red Bull à mieux travailler, mais le double effet qui se coule de ça, c'est que la pression, si appliquée trop fort ou pas très bien, ça peut faire céder. Et c'est là que McLaren est content de jouer un rôle là-dedans, parce que pour eux, ça applique de la pression sur Red Bull, justement. Red Bull peut se chier sur les cuisses avec cette pression-là. Et tu peux être sûr que si ça venait à arriver, même s'il a 2 pilotes sous contrat qui, à mon avis, il faudrait pas les changer pour un Verstappen, parce que Verstappen, il est beaucoup plus volatile et beaucoup plus dur à contrôler qu'un Piastri ou un Norris. Je pense que Brown, juste pour le flex d'avoir dit on a réussi à tirer Verstappen, il est content, hein. Tu viens pas team principal si t'as pas un minimum d'ego. Mon petit Katsu là-dessus n'a pas changé depuis les rumeurs Verstappen chez Mercedes. À mon avis, il bouge pas, le kid. Il aime pas être limité à la Formule 1 et il y a peu d'équipes sur la grille actuellement qui vont lui faire la fleur de le laisser courir dans d'autres catégories. Déjà qu'apparemment, pour rouler au Nürburgring, il a fallu attendre super longtemps au sein de Red Bull, qui de base est un peu le genre d'entreprise à kiffer ce genre de truc un peu venu de nulle part, un peu sans sas. Et je sais très bien qu'une Mercedes ou McLaren ne le laissera pas rouler au Nürburgring l'année pro. Encore moins peut-être faire la doublette en WEC. 1 ou 2 fois pour déconner, ou en ELMS, on sait pas. Le chemin, selon moi, est toujours le même. Max finit sa carrière chez Red Bull cette année ou l'année prochaine, et fout le camp en endurance, full time, GT3 avec sa propre équipe, et en WEC avec Ford. Parce qu'on n'accorde pas assez d'importance aux discussions entre Verstappen et Ford pour le baquet hypercar, là. À mon humble avis, hein, le fait qu'il nous ait laissé fuiter ça et que plus personne en ait reparlé après, ça rend le truc plus tangible que 90% des... non, alors en fait, je t'explique qu'il va chez Aston Martin parce qu'en fait, Adrian Newey, il va virer Lance Stroll. Je le sais parce que mon tonton travaille chez Microsoft. Mais, comme d'habitude, hein, je peux me tromper. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clippy Clip qui est super content de son putain de chapeau, vous avez pas idée. Genre, je le mets premier degré tous les jours. Genre, je sors dans la rue avec, je n'ai pas honte. Je suis le cowboy. On est sur YouTube. Abonnez-vous. Twitter, parce que je tweete trop bien. Après, il y a des gens qui sont pas contents, ils me disent de la merde et ils me bloquent avant de me laisser répondre. C'est incroyable. Ça, c'est l'aventure humaine finalement. Instagram, où je vais vraiment commencer. Je vous jure, j'ai plein de photos d'une soirée au lit à laquelle j'avais été invité. J'ai des photos qui ont été prises par Clotet.
commentaires aussi qui sont formidables. Il y a quelqu'un qui a fait « C'est quoi comme prénom? C'est encore Clotaire !» C'est pas son vrai prénom, d'accord? Mais on n'avait pas l'appelé en face photographie au quotidien, en fait, c'était chiant. Et on est sur Twitch, hein, où on fait vroom vroom, et des fois on fait football, mais ouais, par contre, premier degré, essayez pas de backciter le football ou le vroom vroom, hein, moi je m'en bats les couilles, hein, je joue pour m'amuser, hein, je cherche pas à devenir meilleur. Et c'est peut-être la plus belle morale que j'ai jamais sortie. On sera à la Japan Expo le 11 et le 12 sur le stand Oli, n'hésitez pas à venir faire coucou, c'était Clipida Clip. Prochaine vidéo, en toute logique, à moins d'une énorme actu, c'est la saga R18. J'en ai plein le cul, il faut que ça sorte au bout d'un moment. Oubliez pas d'utiliser les codes, parce que putain que ça aide énormément. C'était Clipida Clip. Désolé pour le bruit de fond, il fallait que je garde le ventilateur allumé, c'était pas possible autrement. Bisous.